Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Vous êtes bienvenus sur le webinaire Gulplug où Xavier et moi, nous allons vous présenter la situation de la société puis on va vous répondre. Alors, il est 19 h, on a déjà un certain nombre de connectés. Je vous propose peut-être d'attendre encore 2 à 3 minutes et puis on démarre dans 2 à 3 minutes. Donc, ça va se présenter sous forme, dans un premier temps, d'une présentation avec quelques slides. Ça devrait durer à peu près 15-20 minutes. Alors, je suis désolé, mais les slides sont en anglais. Alors, pourquoi? C'est parce que ce sont les slides sur lesquels nous travaillons habituellement avec les clients. Et vous verrez qu'en ce moment, on est en relation avec 8 des 10 plus grands constructeurs mondiaux, donc la langue de travail, c'est l'anglais, et puis aussi avec les investisseurs et les cibles d'investisseurs qu'on adresse sont des investisseurs internationaux. Alors, rassurez-vous, la présentation sera bien faite en français. Et les questions et les réponses aussi. Je vous propose d'attendre encore. On se donne 2 minutes. Et puis, on y va. Alors, on a d'ores et déjà une question. Oui, on a lancé l'enregistrement à partir de 19 h. Donc, oui, il y aura un replay qui sera mis en ligne de manière à ce que ceux qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui puissent revoir le webinaire. Par ailleurs, il y a aussi une deuxième session qui est prévue, même heure, jeudi, c'est-à-dire dans 2 jours. Le participant augmente encore, donc je pense qu'il essaie bien d'attendre 1 ou 2 minutes avant de démarrer. Dès que ça se stabilise, je pense que c'est bon, mais il ne cesse de monter. Donc. Se stabilise. Bon, je pense qu'on va y aller. On va pouvoir y aller. Hop. Eh bien, merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Je vous propose qu'on démarre. Et donc, on va vous présenter un premier document. La présentation va durer environ 15 à 20 minutes. Les slides seront écrits en anglais, mais bien entendu, les commentaires seront faits en français. Pendant toute la durée, vous pouvez nous poser des questions et on se donnera donc une bonne quarantaine de minutes pour pouvoir reprendre chacune des questions et apporter une réponse. Oui, pour les questions que vous souhaitez nous poser, c'est l'onglet Q&R. Ne cliquez pas sur l'onglet discussion, mais plutôt sur le Q&R. Ça vous permet de formuler votre question et nous, ça nous permet de bien tracer l'ensemble des questions et de nous assurer qu'on va bien répondre à chacune des questions convenablement. OK, c'est parti. Alors, Gulplug a été créé en 2014 par Xavier, qui est un des 2 cofondateurs. Xavier, qui aujourd'hui est CTO, et moi, j'ai rejoint l'entreprise il y a maintenant près de 18 mois, en début d'année dernière, en début 2021. Donc, c'est un spin-off
de Schneider Electric et aujourd'hui, son activité est recentrée sur des systèmes de charge automatique pour les véhicules électriques. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un dispositif qui permet de connecter automatiquement votre véhicule. Au moment où vous stationnez, le véhicule se connecte automatiquement au réseau électrique. Une prise descend. Cette prise est centrée automatiquement, puis connectée, et le véhicule se charge. Donc, c'est 100% automatique, sans aucune intervention, à la fois à la connexion et à la déconnexion. Et la technologie qui permet ça, c'est une technologie magnétique qui a été développée par Gulplug au cours des 6 dernières années. Alors, par rapport à l'usage d'aujourd'hui, qui est de connecter son véhicule électrique manuellement avec une prise, le self-plug apporte 2 grandes disruptions. La première, c'est que le véhicule est automatiquement branché au réseau dès qu'il est stationné sur sa place de parking habituelle. La deuxième, c'est que le véhicule il est connecté au moins une fois par jour et pour des heures. C'est-à-dire quand vous rentrez à la maison, eh bien, c'est pour plusieurs heures, 8, 10, 12 heures, peut-être voire même plus. Et c'est la combinaison de ces 2 disruptions qui introduit une révolution dans le modèle de mobilité. Alors, pourquoi? Parce qu'à partir du moment où le véhicule est connecté, ça veut dire que tous les matins, quand vous montez dedans, le véhicule est chargé. Donc, la charge, l'autonomie et la charge ne sont plus des problèmes. Or, ce sont les 2 problèmes les plus remontés par les utilisateurs ou ceux les intentionnistes, et ça fait du véhicule électrique un véhicule qui devient beaucoup plus acceptable. Ensuite, le fait de pouvoir brancher son véhicule souvent permet de diminuer la batterie, d'adapter au mieux la capacité de la batterie et la puissance de charge du véhicule en fonction de l'usage. Et ça permet de mettre aussi en œuvre une nouvelle stratégie de charge-batterie qui permet d'étendre la durée de vie de la batterie d'au moins 25%. Et c'est l'ensemble de ces éléments-là rend le véhicule électrique plus abordable. Donc, il est plus acceptable, plus abordable, et ce sont les 2 grands reproches qu'on fait aujourd'hui aux véhicules électriques. Et puis, le troisième point, c'est comme le véhicule électrique est connecté longtemps et une fois par jour, ça veut donc dire qu'on peut utiliser une partie de sa batterie pour stocker de l'énergie, stocker et restituer vers le réseau de l'énergie, et notamment, c'est intéressant pour stabiliser le réseau et pour stocker aussi de l'énergie qui est produite, par exemple, par des moyens intermittents comme de l'énergie renouvelable. Donc, nous, notre vision, c'est que l'ensemble des véhicules à batterie, électriques ou hybrides rechargeables, seront à terme connectés au réseau automatiquement. Et donc, partant de cette vision-là, notre mission, c'est de développer le système qui est le système donc de charge automatique qui est le plus abordable du marché pour que justement il soit déployé largement et très rapidement sur tous les parkings. Et la première étape, c'est de développer ça sur tous les parkings à la maison, voire au bureau. Notre système est constitué d'une partie qui est embarquée dans le véhicule et d'une partie qui est liée au réseau. La partie qui est embarquée au véhicule va être confiée à un équipementier, c'est un métier. Cette partie-là va être spécifique. Chaque constructeur aura sa propre véhicule unit, voire même chaque plateforme chez chaque constructeur. C'est un métier et on a donc des partenaires industriels et on reviendra dans le détail là-dessus ensuite. Nous allons concentrer l'activité de l'entreprise sur la prise magnétique et sur la grande unit. Le système est protégé. Nous avons en tout plus d'une dizaine de brevets et on est en permanence en train de développer des brevets nouveaux, que ce soit au niveau du système, au niveau des composants clés du système comme la grande unité et le véhicule unit,
et de la prise magnétique. Alors, qu'est-ce que les clients sont prêts à payer? C'est la clé, c'est les clients sont-ils intéressés et à combien? On a fait une étude qui date maintenant d'un peu plus de 18 mois, qui a été faite par BVA sur un échantillon de 600 personnes et dont une des multiples conclusions était qu'un client sur deux est intéressé par un système de charge automatique comme Self-Plug à 1 000 € ou 500 € plus 10 € par mois. Et depuis, comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, on est en relation permanente avec 8 des 10 plus grands constructeurs automobiles et plusieurs de ces constructeurs ont confirmé les mêmes chiffres et les mêmes ordres de grandeur. Donc, on est autour de 1 000 € et ce qui s'appelle un take rate autour de 50%, 40-50%. Donc, c'est un take rate très important. Alors, comment ça peut être marketé, vendu? Bien, aujourd'hui, les constructeurs et de plus en plus de constructeurs proposent un package qui est constitué de la voiture, d'une wallbox et de l'installation de cette wallbox à la maison. Donc, nous, pas de changement là-dessus. C'est le même schéma de commercialisation, sinon que le véhicule est équipé de la partie embarquée de Self-Plug. On remplace la wallbox par la grande unit et il reste toujours à l'installer. Pas de rupture dans la commercialisation. Et l'intérêt immédiat pour le constructeur, et c'est un exercice qu'on a fait avec plusieurs d'entre eux, c'est qu'en vendant notre système, eh bien, il va multiplier par 2 ou 3 la marge qu'il fait par rapport au business actuel. De plus, donc, tous les coûts, les gains de coûts, notamment sur le véhicule, donc sur la capacité de la batterie, de la puissance de charge ou la durée de vie de la batterie, c'est des gains qui viennent au-delà de l'accroissement de marge et qui permettent au constructeur d'améliorer sa propre marge. Donc, c'est une proposition de valeur non disruptive et avec un effet immédiat. Comment on se compare par rapport à la concurrence? Alors, la solution de référence, c'est le wireless, c'est-à-dire la charge sans contact. Cette solution, elle existe, elle est mature, elle a même été introduite en série. Son énorme problème, c'est son prix. Le prix est 3 fois à 5 fois supérieur à ce que les clients sont prêts à payer. Ce qui veut dire que ça limite le marché et qu'aujourd'hui, c'est limité à quelques véhicules de très haut de gamme. Le premier véhicule qui a été équipé, c'était une McLaren, donc pour un prix de départ usine qui était à 1,5 million de livres hors TVA. Depuis, plusieurs autres technologies ont été développées. Elles ont toutes comme point commun d'être des technologies conductives. Il existe donc des robots qui sont des robots fixo-mobiles qui utilisent la prise du véhicule. Et ça, ce ne sont pas nos concurrents. Pourquoi? Ce sont des systèmes qui sont plus faits pour permettre de connecter des véhicules électriques, n'importe quel véhicule électrique, et de le charger dans un parking public. Ce sont des systèmes qui sont 10 à 20 fois plus chers. Ce n'est donc pas des concurrents. Restent dans les concurrents 2 grandes familles qui nécessitent, comme nous, un aménagement au niveau du véhicule, donc une prise spécifique. Il y a le underbody matrix, et ça, c'est une solution qu'on rencontre plus du tout face à nous chez les clients, et qui s'élimine pour des problèmes de fiabilité et de sécurité. On est confronté à la famille underbody pantographe. Alors, c'est quoi? C'est un bras robot, 3 à 5 axes, qui se déploie sous la voiture et qui vient se connecter à une prise. On retrouve plusieurs acteurs, Volterio, Destec, Hager, Connect My EV aux États-Unis. C'est une solution qui a le même niveau de maturité que le nôtre, à peu près le même niveau de performance. La grosse différence, c'est que c'est 50% plus cher. Et tous les échanges qu'on a pu avoir avec les constructeurs le démontrent. Et c'est vraiment, aujourd'hui, on est la seule solution qui soit à la fois fiable, sûre et abordable
compatible avec un prix client à 1 000 €, c'est-à-dire compatible avec des volumes élevés. Alors, un des éléments importants sur lesquels nous avons beaucoup progressé cette année, c'est les partenariats avec des industriels. Alors, il s'agit d'industriels de la filière automobile qui nous apportent en premier leur expérience de cette industrie qui est spécifique, des équipes qui sont immédiatement disponibles et qui sont au niveau, et leur processus de développement. Ils nous permettent aussi, et vous allez comprendre pourquoi, ils nous permettent aussi de démultiplier nos forces pour aller convaincre des clients et donc pour prendre du business plus vite. Alors pourquoi ont-ils l'intérêt à le faire? Parce qu'ils sont convaincus de la solution et aujourd'hui, ils acceptent de financer sur leurs fonds propres les études, notamment tout ce qui est développement du système, de l'électronique, du logiciel et les composants clés. Et ils vont contribuer à hauteur de 7,5 millions sur le besoin en financement de l'entreprise, et ce sera sous forme de financement non dilutif. Donc, c'est particulièrement intéressant à la fois pour l'entreprise et aussi pour les actionnaires. Puis surtout, ce sont des industriels de la filière qui acceptent de partager le risque avec l'entreprise et avec vous, nous, qui sommes actionnaires. Où en sommes-nous dans nos développements commerciaux? Alors, l'objectif, vous allez voir, les objectifs sur lesquels est construit le business plan, c'est de démarrer des développements industriels avec au moins 3 constructeurs automobiles qui sont parmi le top 10 des constructeurs, de démarrer ça en 2022, 2023, 2024 et de rajouter des développements avec d'autres constructeurs de véhicules en 2023, 2024, 2025. Alors, où en sommes-nous? Le processus, c'est un processus qui part de la gauche, à partir du moment où on target, où on définit nos cibles et qu'on emmène jusqu'à la droite. Le RFQ, c'est au moment où on reçoit un request for quotation et qui débouche derrière vers un développement industriel. Donc, pour des raisons de confidentialité, nous ne pouvons pas nommer les clients avec lesquels nous travaillons. Alors, on a trouvé un petit moyen de contournement, c'est-à-dire que Top 3, c'est un des 3 premiers constructeurs mondiaux. Top 5, c'est un donc parmi les 5 premiers, et top 10, ça veut dire que c'est un qui est parmi les top 10. Donc, cette année, nous avons fait une proof of concept, puis convaincu le client, un des top 3, de démarrer un projet d'advanced engineering sur lequel des véhicules cibles sont identifiés, et ce projet est jalonné avec des jalons de décision et d'engagement de développement qui sont prévus pour la fin de cette année. Nous sommes en discussion avec un des constructeurs du top 5, c'est-à-dire c'est soit le 4, soit le 5, soit le numéro 4, soit le numéro 5, pour un programme de même nature, et cette discussion devrait on devrait avoir une décision au 3e trimestre cette année. Nous avons fait dans le passé, sur la 2e génération du système, des proof of concept et des expérimentations avec un autre constructeur du top 3 et un autre constructeur un constructeur du top 10. Et nous sommes en discussion avec ces deux-là pour justement relancer une proof of concept avec notre génération 3 qui sera disponible à l'automne. On a en cours une proposition commerciale avec le 3e du top 3 et qui va déboucher sur une proof of concept qui se fera d'ailleurs en 2 temps, c'est-à-dire qu'ils sont intéressés à la fois par tester tout de suite de la Gen 2 avant l'été et de tester de la Gen 3 à l'automne. On modernisera leur véhicule avec de la Gen 3. La décision sera prise avant, je pense, la fin du mois de mai. Et puis, nous avons
un constructeur du top 5 et 2 du top 10 qui sont en train d'évaluer notre proposition. Et on est en discussion permanente avec les decision makers du dernier du top 10. Alors, pour mémoire, parce que je ne peux pas vous laisser comme ça dans le top 3 dans l'ordre aujourd'hui, c'est Toyota, Volkswagen, Renault, Nissan, Mitsubishi. Le top 5, en dessous, c'est Stellantis et Hyundai. Et puis après, vous trouvez Honda, GM, Ford et Mercedes. Voilà, donc vous avez à peu près une idée avec qui on discute aujourd'hui. Alors, les hypothèses, je vous parlais du business plan. Les hypothèses du business plan, c'est un démarrage des ventes en 2026. Donc, on a concentré nos efforts commerciaux sur la première monte, avec un démarrage en 2026 et une montée en cadence à partir de 2027. Donc, on est en discussion avec, comme je vous le disais, 2 constructeurs, un du top 3, un du top 5. Et là, vous retrouvez les familles de véhicules et les volumes. Donc, vous voyez, c'est tout à fait compatible. Les hypothèses qui sont prises dans le business plan sont compatibles avec les discussions commerciales qu'on a actuellement. Et très peu de risques sur les volumes. Le seul élément de risque, c'est le timing. Oui, tu as raison, Xavier. C'est vrai que le risque, il est plus sur le timing, donc un décalage de 6 mois, que sur les volumes, puisque de toute façon, on voit le marché est extrêmement porteur. En moins d'un an, on était sur il y a un an, le marché des véhicules à batterie était estimé entre 20 et 35 millions à horizon de 2030. Et aujourd'hui, compte tenu de la sévérisation des réglementations, particulièrement en Europe, en Chine, cette fourchette s'est resserrée, elle est plutôt entre 30 et 35 millions. Tout ça Alors, si on se projette à horizon de 2032, bien, le marché, comme on l'a dit, est évalué. On a pris pour 2032 un chiffre qui nous semble de safe, c'est-à-dire celui de 2030, 31 millions. On va s'adresser dans un premier temps aux véhicules qui disposent d'un parking attitré. Donc, c'est principalement les gens qui habitent en maison individuelle ou ceux qui, en collectivité, ont un parking. Et ça représente les 2/3 des véhicules. On a estimé à terme un take rate de 40%. Donc, c'est plutôt du côté safe, puisqu'on voyait tout à l'heure qu'à 1 000 €, on était capable d'aller plutôt chercher 50%. Et on a considéré que Self-Plug, qui est le premier sur le marché, aura une part de marché mondial de 25%. On aura évidemment des concurrents. Ce qui nous amène à horizon de 2032 à 2 millions de systèmes vendus, soit un chiffre d'affaires qui est estimé à 1,2 milliard. Alors, c'est le côté très positif de l'automobile, c'est que rapidement, les volumes sont très importants. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, à cet horizon-là, ça veut donc dire que si on estime qu'il y a 30 millions de véhicules électriques, ça veut dire qu'il y a un take rate sur le nombre de véhicules électriques qui est de l'ordre de 6%. Un take rate, la part de marché de Self-Plug est de 6%. Un point important, tous ces chiffres-là ont été validés avec tous les acteurs du top 3 là, dont on a parlé. Ce n'est pas juste une estimation de notre part, c'est des chiffres qui sortent des discussions qu'on a avec ces gens-là. Oui, que ce soit les volumes du marché, le pourcentage de véhicules qui sont avec un parking attitré, les take rates, et alors après, notre market share, ça c'est nous qui l'avons fait. Pardon. Alors, la Self-Plug, en plus, au-delà du confort qu'il apporte, a un impact, et un impact sur 6 indicateurs du développement durable. On a un impact aussi sur la création ou la sauvegarde d'emplois. Donc, on estime qu'à horizon 2027, on impacte à hauteur de 1000 emplois sur la totalité de la filière automobile et que ça va être multiplié par 10 à horizon de 2032.
On a un très fort impact sur les émissions de CO2. Pourquoi? Parce que grâce au fait que les véhicules sont connectés automatiquement, ils sont connectés longtemps et souvent, et donc on peut utiliser la batterie du véhicule électrique pour pouvoir stocker de l'énergie. Et aujourd'hui, ce qui est fait pour pallier les variations des énergies renouvelables intermittentes, c'est qu'on a des centrales à gaz. Elles étaient à charbon, elles deviennent à gaz, qui sont actionnées pour pouvoir justement compenser. Et bien là, l'idée, c'est que ce sont les batteries des véhicules qui vont petit à petit remplacer les centrales à gaz. Et c'est de là qu'on gagne 1,2% des émissions de CO2 sur la base de 1990 pour les 27 pays de l'UE. Évidemment, on a un levier fort pour accélérer le déploiement du véhicule électrique, puisqu'on a dit qu'on le rendait plus abordable et plus acceptable. Et on a aussi un levier fort pour accélérer le développement de l'énergie renouvelable. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'on déploie de la puissance en termes d'énergie renouvelable, il faut en même temps déployer des moyens de stockage. Et là, il se trouve que le stockage, il est fourni sans investissement supplémentaire par les véhicules électriques. Et dernier élément, qui est rendu encore plus important par les événements des semaines dernières, c'est que justement, on va permettre de développer plus vite la souveraineté énergétique de l'Union européenne. Alors, quelques mots très rapidement sur le business plan. Vous voyez, on a vu les premiers éléments, c'est on commence, le break-even est atteint en 2026. Pour aller jusque-là, on a besoin d'un financement de 17,5 millions. À terme, on a une rentabilité élevée qui est à 14% et un chiffre d'affaires de l'ordre de 1,2 milliard en 2032. Alors, comme on le disait, pour écrire toute cette histoire, on a besoin de 17,5 millions. Alors, ces 17,5 millions, d'où viennent-ils? Ils viennent déjà des partenaires industriels dont on a parlé tout à l'heure, sous forme de financement non dilutif, et ça, c'est déjà engagé. Nous recherchons de nouveaux investisseurs, et ça, là aussi, l'opération est engagée. Et nous avons déjà missionné une banque d'affaires et nous visons nous ciblons des investisseurs de type stratégique, c'est-à-dire des industriels et des family office. La banque d'affaires avec laquelle nous travaillons a déjà mené à bien 4 opérations au cours des 5 dernières années qui sont tout à fait cohérentes avec la nôtre, c'est-à-dire la même maturité, des entreprises qui sont avec une technologie démontrée sous forme de POC et en démarrant de l'advanced engineering, dans le secteur automobile et qui recherchent entre 5, 10, 15 millions. Et cette levée se fera certainement en 2 temps sous forme de 2 fois 5 millions. Alors, le problème, c'est que nous avons fait un virage stratégique. On s'est concentré sur la première monte automobile et ça nous a amené à sortir de la thèse d'investissement des investisseurs de type VC. Et cela veut dire que pour pouvoir convaincre les nouveaux investisseurs, on a besoin d'une année en plus, 9 à 12 mois. Donc, nous avons besoin d'un bridge que l'on dimensionne à 0,8. Ce serait mieux si on arrivait à faire 1 million. 0,8 nous permettrait d'avoir 9 mois. 1 million nous permettrait d'avoir 12 mois, donc d'être en meilleure position pour pouvoir négocier l'entrée de nouveaux investisseurs. Et ça, c'est pour financer quoi? Toute la période de go-to-market qu'on est en train de vivre et l'entrée de nouveaux investisseurs aux meilleures conditions possibles. Un bridge de trésorerie et de cash flow, il faut peut-être insister sur le… Si vous voulez, là, ce qu'on envisage, c'est un bridge sous forme de dette. C'est pour ça que c'est quelque chose, on en a besoin là pour cette année, et l'idée, c'est de le rembourser sous 24 mois. On reviendra après tout à l'heure. Bon, l'équipe a évolué aussi au cours de l'année.
hein, puisqu'on a eu quelques départs et on a recruté Antoine pour la partie développement. Et donc, on a aujourd'hui une ossature solide pour faire grandir notre équipe. Et surtout, on a spécialisé Ronan dans le domaine des projets. Et c'est donc c'est en relation avec les clients, en relation avec les partenaires, en relation avec les fournisseurs. Donc, c'est piloter des projets de développement. Et on a recruté aussi Antonin, qui a une expérience réussie en business développement international et qui lui permettra de construire une équipe de commerciaux et de marketing. Alors, qu'est-ce qu'on a fait dans l'année? Première chose, on vous l'a dit, on a refocalisé Gulplug sur Self-Plug. Donc, le premier business, c'est It Yourself de capteurs sans fil, sans pile, a été cédé. L'activité WePlug, on s'est concentré sur uniquement un business de fournisseur de composants et on a développé ces composants-là, mais entièrement financés par le client. Peut-être juste rappeler pour les gens qui nous écoutent le WePlug, ce que c'est. C'est un système c'est un concurrent des robots qu'on a vus tout à l'heure. Hein, donc, c'est un système qui permet d'alimenter des véhicules dans un parking. Et le systémier est un industriel américain et nous ne fournissons que les composants. Et c'est le composant, c'est le connecteur magnétique. Deuxième focalisation, c'est sur Self-Plug. On se focalise sur la première monte vers les clients automobiles. Alors pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, donc ça veut dire qu'on avait imaginé travailler sur les navettes autonomes, les véhicules autonomes, navettes autonomes, et le rétrofit de véhicules électriques existants. Alors les navettes, on bute sur un problème. La réglementation aujourd'hui est trop limitative, hein, ne permet pas une exploitation de navettes autonomes sur route ouverte, ce qui veut dire que le marché reste extrêmement faible. Et donc, on n'a pas un bon business case quand on remet les investissements qui sont nécessaires en face des perspectives de volume. Et il en va à peu près de même pour le rétrofit. Et le rétrofit, on a un problème de business case et on a un autre problème, c'est qu'on ne peut pas faire de rétrofit sans avoir de relation étroite avec un client automobile. Parce que on a besoin de connecter notre système au véhicule et pour ça, on a besoin des constructeurs. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire de rétrofit, mais on le fera à travers les constructeurs automobiles. Et au demeurant, parmi les hypothèses de business qu'on regarde avec eux, il y a ces hypothèses-là. C'est simplement un besoin d'homologation, en fait, voilà, du système qui est embarqué. On a fait une expérimentation à la fin de l'été dernier avec Enedis, sur des véhicules de la flotte Enedis. On a appris beaucoup, mais on a buté sur un problème d'homologation et de plus, tous les exploiteurs de flotte louent leurs véhicules et les loueurs n'acceptent pas qu'on modifie les véhicules. On a un problème d'homologation. Et par ailleurs, 98% des véhicules aujourd'hui roulant en Europe sont des véhicules thermiques. La part des véhicules électriques, c'est que 2%. Donc, c'est important. Ce qu'il faut faire, c'est se concentrer sur les 98% qui vont devenir électriques dans les 5, 10, 15 ans qui viennent. C'est là où est le marché. Alors, on a eu confirmation que le marché du véhicule électrique est en croissance et plutôt sur les hypothèses les plus hautes. C'est-à-dire que les réglementations en Europe sont encore plus sévères que ce qui avait été imaginé et quasiment l'ensemble des constructeurs imaginent qu'à horizon 2030, ils auront tous une offre pour la plupart ou presque tous une offre 100% électrique. Et de toute façon, aujourd'hui, la réglementation au niveau Europe, c'est de bannir le moteur thermique à horizon 2035. Quatrième point, eh bien, c'est tous les partenariats avec les industriels.
qui acceptent de partager le risque avec nous. Ils le partagent, ils nous apportent leurs ressources humaines, process, réseau, et ils participent au financement sous forme non dilutive. Donc ça, c'est quand même un élément extrêmement important qui a été acquis pendant cette année. Et puis le 5e point, bien, c'est qu'avec un des 3 constructeurs du top 3, on a démarré un Advanced Engineering Programme, on a fait une POC, Proof of Concept, on a démarré un Advanced Engineering Programme, et il y a une décision d'aller sur le marché qui sera prise cette année, quelque part au 4e trimestre de cette année. On a en cours une décision pour démarrer un projet d'Advanced Engineering avec un des constructeurs du top 5, et c'est une décision qui se prendra au 3e trimestre. Et il y a une décision pour démarrer une Proof of Concept au 3e trimestre cette année avec au moins un des 2 autres du top 3. Et on est en discussion avec les 2. Et puis, dernier point, on a un process qui a démarré. Le recentrage stratégique que nous avons fait qu'on n'intéresse plus aujourd'hui les mêmes investisseurs. Il a fallu opérer là aussi un recentrage. On a trouvé une banque d'affaires qui a un track record qui est prouvé par 4 affaires qui ont été développées. Ce process a démarré et aujourd'hui, on planifie d'avoir cette levée pour le 1er trimestre cette année, l'année prochaine. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Et Xavier, je crois oui, il y a au moins 16 questions ouvertes, donc on va pouvoir les adresser les unes après les autres. J'espère qu'on a été assez clair, assez synthétique aussi. On ne peut pas vous expliquer tout ce qu'on fait et tout ce qui nous arrive. L'essentiel, c'est que vous compreniez en tout cas que le business, il est là, que les clients qu'on a en face de nous sont des grands clients et qu'on est arrivé à emporter leur adhésion. Et c'est un super chemin qui a été fait. Depuis l'arrivée d'Henri, beaucoup de progrès avec ces grands constructeurs automobiles et avec les équipementiers. Donc, les partenariats qu'on a avec les grands industriels partners, là, ça marche bien, ça. Et le fait qu'ils financent une partie en non dilutif, c'est super favorable. Donc, voilà, il y a eu beaucoup de progrès réalisés. Je suis convaincu, moi, aujourd'hui, maintenant, que ça va marcher, cette histoire-là, parce que la voiture électrique, ça va marcher, le branchement automatique, ça va marcher. Je suis convaincu que la self-plug, c'est la solution la plus simple et la plus compétitive pour ce marché-là. Donc, on va y arriver, en fait. Déjà, on avait des doutes au début. La première levée en 2017, on n'était pas sûr. La deuxième nous a accompagnés, nous a aidés. La troisième, nickel. Et là, on a un petit souci juste de trésorerie, en fait. C'est arriver à bien boucler notre situation financière et être en position de force pour négocier convenablement avec les nouveaux investisseurs. Alors, je vous propose qu'on adresse les questions qui sont ouvertes. On va tâcher d'y répondre. Si jamais on n'est pas clair, vous levez la main ou vous agitez un peu et on reprendra ça. Alors, que j'aille voir. Là-bas, écoute, on va les prendre dans l'ordre. On va les prendre dans l'ordre où on les a reçus. Donc, il y en a des plus longues à la fin. OK. Bon, allez, on les reprend depuis le début. Ça risque d'être un petit peu, on va osciller entre des questions techniques, des questions peut-être moins techniques. Tu lis et... Donc, la première question qui nous a été posée, c'est est-ce qu'il y a une possibilité de recourir au chômage partiel pour préserver une partie de la trésorerie sur justement cette fin d'année? Alors, la réponse est oui, mais juste quelques chiffres. Notre cash burn mensuel est entre 80 et 100 000 euros. La partie salaire plus charge est de l'ordre de 20 000 euros. Donc, et le reste, c'est des développements. Donc, c'est un levier qui est possible, mais dont l'effet est assez limité. On n'est pas une grosse équipe en plus, on est moins de 10 personnes aujourd'hui. On a réduit les équipes au minimum, et ce qu'on a fait, c'est notre stratégie, c'est on fait faire, on pilote et on fait faire à ceux qui savent faire. Exactement. Donc, on a déjà réduit beaucoup, et ce qui est important aujourd'hui, c'est de convaincre et de prendre des affaires auprès des constructeurs.
Deuxième question qui nous a été posée, un replay sera-t-il disponible pour les non-présents? La réponse est oui, nous sommes enregistrés. Alors, une question un peu plus technique, là, comment se fait la déconnexion? Puisqu'on a vu sur la vidéo la connexion tout à l'heure, mais on n'a pas vu la déconnexion et on n'est pas rentré dans ces détails un peu techniques. Alors, elle est complètement automatique. Hein. C'est à partir du moment où vous rentrez dans votre véhicule, vous appuyez sur le bouton marche et à ce moment-là, ça se déconnecte. Le temps de déconnexion est de 7 à 8 secondes et il n'y a pas d'opération à faire. C'est complètement automatique. Ensuite, y a-t-il dans ce live des personnes qui ne sont pas actionnaires d'une des 3 WeCap Bullplug? La réponse est non. Non, le live n'est ouvert qu'aux actionnaires des 3 WeCap. WeSeed a déclaré ne pas vouloir proposer un financement sur la plateforme du fait de la forte incertitude sur la réussite de la prochaine levée. Que répondez-vous à cela? Alors, je pense qu'on a déjà répondu un peu, mais vas-y. Alors, pour moi, ce que WeSeed dit, c'est on ne veut pas être les seuls. Pour moi, nous ne sommes pas, nous, parce que nous sommes actionnaires, hein, Xavier et moi, vous, nous et vous, ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls, pourquoi? Parce qu'on a les partenaires industriels qui acceptent donc de financer à hauteur de 7,5 millions, c'est-à-dire c'est pas par rapport aux 17,5 millions en tout, c'est plus de 40%. Et ça, cet engagement, il est pris et il est même fait. Hein. Si je prends simplement que EDECAD aujourd'hui a dépensé plus de 500 000 euros et, sur ses fonds propres. Donc, nous ne sommes pas seuls. Maintenant, incertitude sur la prochaine levée. On s'entoure de ce qui se fait, on pense, de mieux en termes de banque d'affaires. Quelqu'un qui a réussi 4 opérations. Il se trouve que cette banque m'a été conseillée par une personne que je connais et qui a fait une des 4 opérations. Et il se trouve que c'est comme ça, le monde est petit, mais sur les 4 opérations en question, je connais 2 fondateurs de deux sociétés. Il y en a une qui a levé 15 millions et l'autre qui a levé 17 millions. Et c'est des gens qui sont dans le même secteur, même état de maturité, et qui ont réussi. Et les deux m'ont dit, c'est le bon opérateur. Donc je pense qu'on met toutes les chances de notre côté pour réussir. Maintenant, sur le marché, il y a de l'argent. On ne trouvera pas des financements significatifs auprès des fonds de type VC. Ça, j'en ai maintenant la conviction. J'y ai passé beaucoup de temps, j'en ai rencontré beaucoup. Donc, il faut changer de cible. Et changer de cible, il va falloir qu'on fasse un mix entre des industriels qui vont apporter une petite partie du financement et qui vont surtout donner un effet d'entraînement et qui vont nous permettre d'entraîner des family office où là, il y a beaucoup d'argent. Mais beaucoup de ces family office n'ont pas les moyens de savoir d'évaluer un investissement. Le fait d'avoir un industriel avec nous du secteur va leur permettre de leur donner du confort. Donc, on a déjà les industriels partenaires et on va trouver aussi d'autres industriels. Et pour moi, c'est comme ça qu'on réduit le risque. Donc, c'est 1, la banque d'affaires, 2, les cibles. Et sachant que sur les cibles, on a d'ores et déjà les industriels partenaires qui, eux, contribuent à hauteur de 40%. J'ajouterai un dernier point, moi, c'est sur la forte incertitude que relève WeSeed. C'est que finalement, on s'est donné une quinzaine de jours pour sonder les WeCappers, et en fonction du résultat du sondage, ça peut très bien convaincre les gens du comité WeSeed d'ouvrir plus largement. Ça, voilà. Nous, on ne peut pas savoir, hein, mais ça dépendra des réponses que vous nous apportez à ce sondage. Alors, pourquoi les constructeurs multiplient-ils leur marge par 2 ou 3 ? Ils font aujourd'hui une marge de… Allez, je peux donner des chiffres, c'est assez global. Sur la vente d'une wallbox, ils font une marge de 200 €, 2 à 300 €, selon la nature de la wallbox. Sur la vente d'une self-plug, ils vont faire un minimum de 750 €. Alors, pourquoi ? Là, il faudrait rentrer dans l'équation économique, mais c'est un exercice que nous avons fait avec plusieurs constructeurs et c'est comme ça qu'on les convainc. C'est parce qu'ils voient bien, il n'y a pas de rupture dans le modèle de commercialisation
et il y a un impact important sur leur niveau de marge. Je pense que c'est clair. Après, si ça n'est pas assez, il faudra que la question nous soit reposée de manière à compléter la réponse peut-être. Je propose la question, quelle est la contrepartie des 7,5 millions d'euros si pas d'action et pas de part? Ça, c'est clair, hein, c'est des royalties sur les ventes futures. Et les accords sont déjà signés. Hein, c'est-à-dire que si on prend EuroCAD, demain, ils auront un pourcentage de nos ventes qui doit osciller entre, si ma mémoire est exacte, 2,5% et 1% en fonction des volumes. Donc, c'est bon, vas-y. Quelle est la date cible de mise sur le marché pour le Advanced Engineering Stage? Alors, aujourd'hui, les programmes que nous discutons avec les constructeurs sont sur des démarrages entre 2025, 26, 27. Alors, un spectateur anonyme, j'ai un peu plus de mal. On a été confronté dernièrement encore par plusieurs dépôts de bilan avec WeSeed, des gens que je ne connais pas forcément, d'excellentes entreprises. Elles ont toutes déposé le bilan par insuffisance de trésorerie, donc insuffisance de chiffre d'affaires. WeSeed a noté GuPlug dans notre portefeuille d'affaires avec un gros nuage noir. J'ai investi 12 000 € dans GuPlug avec une confiance totale. Donc, Xavier Pain, merci. Question, comme pour les entreprises citées plus haut, ne vais-je pas encore perdre 12 000 € avec GuPlug pour ce même problème de trésorerie? Comme vous le faites en ce moment et comme on a pu le lire dans vos écrits, les DG des entreprises ayant déposé le bilan tenaient comme vous un discours très rassurant. On a vu ce qu'il en est advenu. Merci pour vos réponses claires et précises sur ce risque de ne pas trouver la trésorerie qui vous est absolument nécessaire pour votre survie à court terme. Alors, moi, si vous voulez, les événements des 6 derniers mois m'ont donné une conviction. L'année dernière, souvenez-vous, pour ceux qui... On avait fait aussi un live au moment de la 3e levée, et je vous avais dit, j'ai une conviction, c'est qu'on arrivera dans les 12 mois à déclencher un programme d'Advanced Engineering avec un constructeur. Ce que j'avais dit, c'est que ce que je ne sais pas apprécier, c'est le timing. Vous avez vu, on l'a fait, ça y est, et en plus, c'est avec un des constructeurs importants puisqu'il est du top 3. Maintenant, j'ai une autre conviction. Compte tenu, de notre positionnement en termes de performance, de sécurité, de fiabilité et de prix, qui est, comment dire, justifié aussi par les constructeurs. Ce n'est pas que nous qui pensons ça, c'est les constructeurs aussi, et ils le montrent puisqu'ils démarrent des proof of concept ou des advanced engineering projects. J'ai la conviction que quoi qu'il arrive, Self-Plug arrivera sur le marché. Maintenant, la question, c'est comment? Et est-ce que et ce comment, c'est avec qui? Est-ce qu'on arrive à écrire ensemble cette histoire ou est-ce qu'elle s'écrira sans nous, après nous? Et ça, c'est ce qui va se jouer dans les 9 à 12 mois qui viennent. Et c'est pour ça qu'on a besoin de ce bridge. Je ne serais pas dans cette situation-là s'il n'y avait pas les industriels de la filière qui ont confiance et qui investissent. S'il n'y avait pas un programme d'Advanced Engineering avec un des constructeurs du top 3 et s'il n'y avait pas tout le sales pipe qu'on vous a montré. Oui, après, c'est la question comme vous la formulez, hein, les startups qui plongent, c'est toujours un problème de trésorerie, évidemment. De toute façon, toutes ces startups qui ont arrêté, à un moment, ont un problème de trésorerie. C'est un peu la vie des startups de soigner leur trésorerie. Hein. Donc, on est toujours à surveiller le cash flow. Et ben, c'est la vie des startups. Après, moi, ce que j'ai envie de vous dire, moi, j'ai investi de ma personne 200 000 € dans cette entreprise. Je l'ai fait pendant 7 ans. Et aujourd'hui, je suis intimement convaincu qu'on va y arriver. Et plus convaincu que je n'ai jamais été. Je suis encore plus convaincu que dans les levées WeCap 1, WeCap 2, WeCap 3. Donc, oui, moi j'ai une grande confiance dans ce qu'on est en train de faire et j'appelle votre confiance à la renouveler. J'apprécie que vous l'ayez eue, que ce soit une confiance totale et je vous demande de la renouveler.
Mais voilà, je suis convaincu qu'on va y arriver. Alors, Bernard Servan avait raison de nous dire qu'on débordait nos 20 minutes de présentation. On est un peu désolé pour ça. Alors, il y a une question sur partenariat continental Volterio. Là-dessus, je voudrais revenir sur un point. Regardez bien, ce n'est pas Continental, c'est Continental Engineering Services. Ce n'est pas l'équipementier Continental. Et Volterio a en effet un développement, mais pour moi, pour 2024, c'est un développement de post-équipement avec un constructeur. Mais ce n'est pas un développement de première monte. Mais oui, tout à fait. De toute façon, le marché décolle. Et le fait d'avoir des concurrents, que ces concurrents aient aussi des partenaires, que ces concurrents aient aussi des clients, et Volterio, on le sait parce qu'on le rencontre, il est face à nous chez plusieurs constructeurs et on connaît nos forces par rapport à ce système-là. Donc, Volterio, le fait que Volterio aujourd'hui soit sur le marché, que Destech soit sur le marché et d'autres, c'est un élément rassurant. Et ce que je peux vous dire aussi, j'aurais peut-être dû, c'est que les constructeurs automobiles aujourd'hui ne considèrent plus le système de charge automatique comme un nice to have, mais comme un must have, et notamment les plus grands d'entre eux. Il y a quelques semaines, j'ai eu une discussion, une réunion d'1 heure avec le responsable de l'innovation d'un des top 3, qui n'est pas celui avec lequel on a démarré l'Advanced Engineering. Et je cherchais à lui démontrer l'intérêt de la charge automatique, pas que ce soit simplement un nice have to have pour mettre sur des véhicules de très haute gamme. Et il m'a dit, écoutez, ce sujet-là, on le sait, on le connaît. Si on vous rencontre aujourd'hui, ce n'est pas pour nous parler de ça, c'est pour nous parler des avantages compétitifs de votre système par rapport à la concurrence. Et donc ça, ce changement de mindset, eh bien, ça fait aussi partie des choses qu'on a réussi, auxquelles on a contribué dans le courant de cette année. Une autre question, je pense que tu y avais déjà un peu répondu, c'est pourquoi les VC sont plus intéressés? Alors, pourquoi les VC sont plus intéressés? Les VC, eux, ce qu'ils veulent, c'est des investissements qui soient ils sont prêts à prendre des risques, plus que les industriels. Donc, ils sont prêts à investir plus tôt, à prendre des risques, mais ils veulent généralement des solutions qui soient très scalable, donc pas de hardware. Et quand on fait de la première monte automobile, les constantes de temps, c'est 5 ans pour faire un développement. Pour arriver à concrétiser un premier marché, c'est 5 ans. Et derrière, il y a une montée. Mais pour eux, c'est trop long. Et donc, c'est ça, c'est parce que la première monte automobile ne correspond pas à leur thèse d'investissement. Et c'est pas, en tout cas, et pour la plupart, ce n'est pas ce qu'ils ont vendu aux gens qui ont investi dans leur fonds. Leur limited partner, ce n'est pas ça qu'ils recherchent. Donc, on sort de leur cible. En revanche, on est exactement dans la cible des family office, mais pour les convaincre, il faut avoir un effet d'entraînement avec les industriels. Et c'est pour ça qu'on va refaire ce qui a déjà été fait à 4 reprises par cette banque d'affaires. Et je vous dis, je connais 2 des fondateurs de 2 entreprises qui ont fait ça, et on va suivre exactement le même process et on va cibler les mêmes investisseurs. Et ça aussi, c'est un élément qui me rend confiant. Alors, pour nous, les dirigeants, à quelle hauteur allez-vous souscrire personnellement à l'émission d'obligations convertibles? Écoute, moi, je peux répondre à ma hauteur. Aujourd'hui, j'ai accepté d'avoir la moitié de ma rémunération qui est en variable sur la réussite de la prochaine de l'entrée de nouveaux investisseurs. Et ma contribution, c'est évidemment de continuer de la même façon. Et j'avais prévu au départ qu'on puisse y arriver dans le courant de l'année 2022. Et ce sera en 2023. Alors moi, j'ai un peu répondu à la question en disant que j'avais déjà mis 200 000 € dans la société Gulplug. Et je n'ai jamais investi comme un WeSeeder ou un WeCapper. Donc,
mon argent il a été placé autrement. Que se passe-t-il si le résultat du sondage WICID n'est pas à la hauteur de vos attentes? Alors, plus généralement, que se passe-t-il si on n'arrive pas à financer? Il se passe que l'histoire s'arrêtera et elle sera écrite par d'autres que nous. Alors, l'histoire ne va pas s'arrêter. Celle qu'on essaye d'écrire ensemble, oui. Mais Self-Plug va continuer. Ça, j'en suis sûr. Pourquoi? Le marché est là. La solution est aujourd'hui reconnue par les constructeurs automobiles. Elle se compare de façon très positive par rapport à tout le reste. Il y a à tous les concurrents, il y a les partenaires industriels. Donc là, on est dans le cas typique. Si jamais on va à la barre du tribunal, c'est sûr et certain, il y aura quelqu'un qui reprendra. Donc l'histoire continuera, elle sera écrite par d'autres que nous. Si je souscris... Comme je dis, par d'autres que nous, hein, c'est nous, actionnaires, je m'inclus dedans, bien sûr, et nous, management aussi, hein, parce qu'on ne sauvera pas nos positions de manager si l'affaire se termine à la barre du tribunal. Hein, donc, je ne me sors pas du truc, hein, si vous voulez. Je suis dans le bateau, comme vous, à ramer, et la conviction que j'ai, c'est que cette histoire, elle continuera, peut-être sans nous. Si je souscris aux obligations convertibles, aurais-je le choix de convertir moi-même ou pas? Oui. Alors, je pense que c'est une question par rapport à WICID oui. qui d'habitude emporte... Alors, la réponse est oui, ce sont des obligations convertibles. La conversion est à la main de celui qui aura investi. Celui qui convertira bénéficiera donc d'une prime de 15% par rapport, alors ce n'est pas une prime de conversion, hein, ce sera simplement que le cours, la valorisation, il y aura un bonus de 15% sur la valorisation qui sera donnée à ceux qui convertiront par rapport à l'opération qui sera faite en Q1 2023. Alors, proposez-vous uniquement des obligations convertibles à ce jour ou serait-il possible de souscrire des actions ordinaires? Si tel était le cas, mais je ne crois pas que le cas soit possible. En fait. Écoutez, on est pris... Alors, des actions ordinaires, ça nécessiterait de se mettre d'accord sur une valorisation de l'entreprise. C'est un processus qui est long. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut aller vite. Et aller vite, ça veut dire obligation, ça veut dire un prêt, obligation. La possibilité qu'on peut offrir, c'est de les convertir et de les laisser à vos mains, à votre main. Alors, encore une question qui est un peu plus technique ou business. Les carmakers vont-ils proposer à leurs clients plusieurs types de recharge électrique, comme ils peuvent proposer plusieurs marques de pneus, par exemple, ou bien vont-ils préférer limiter le nombre de recharges électriques, 1 à 2 wallbox maximum, proposées pour l'ensemble de leurs véhicules? Alors, écoutez, là, la réponse pour nous, c'est les constructeurs vont démarrer avec un seul équipement, avec une seule solution de recharge automatique. Et pourquoi est-ce qu'on fait autant d'efforts sur les 10 premiers constructeurs? C'est qu'à partir du moment où on aura des volumes importants avec les constructeurs les plus importants, on va driver la standardisation. Parce que l'objectif, le premier pas sur le marché, c'est ma voiture sur ma place de parking chez moi. Mais l'idée qu'on a et qu'on partage avec les constructeurs, c'est qu'à terme, je pourrais garer ma voiture dans la rue ou sur un parking public et elle se connecte automatiquement. Et pour ça, il faut que le système soit standardisé, donc la prise, toutes les prises soient les mêmes, et il faut que les systèmes soient interopérables. Et celui qui va gagner la course de l'interopérabilité de la standardisation, c'est celui qui aura des volumes. Et celui qui aura des volumes, c'est celui qui va être capable de proposer la solution qui est fiable, sûre et au bon prix tout de suite. Donc, c'est pour ça qu'on concentre nos efforts commerciaux sur les plus gros constructeurs automobiles, parce que c'est eux qui, derrière, driveront le standard. Pourquoi y a-t-il une décote en cas de conversion? Est-ce que ça signifie que la valorisation initiale a baissé? Non. Alors, aujourd'hui, les hypothèses sur lesquelles on travaille pour la prochaine levée de fonds. Juste avant de vous donner un chiffre, je vous rappelle, la valorisation des dernières levées s'est faite autour de 4 millions. Compte tenu de notre business plan et de notre avancement, on estime que la valorisation de l'entreprise
pourrait monter autour de 20 millions d'euros au cours de la prochaine opération, c'est-à-dire x5. Et là, ce qui vous serait offert comme décote, ce serait de vous proposer de convertir vos obligations en actions, non pas sur une valo à 20, mais ce serait sur une valo à 15% de moins, c'est-à-dire 17 millions. Voilà, c'est ça la notion de décote. décote. Quelle est la capitalisation actuelle, distribution des actions? Quel risque pour la levée de fonds ou manque de leadership? Je ne suis pas sûr moi-même de comprendre la question, mais… Alors, la capitalisation actuelle, on disait l'entreprise, on tourne autour de 4 millions de valeur de l'entreprise. Et ici, les différentes WICAP représentent moins de 25%. Ouais, 21%, un truc comme ça. Voilà. Le reste, c'est un tout petit peu InnoEnergy, qui représente 6%. C'est ça. Et le reste, ce sont les fondateurs et le management, et l'ensemble du personnel. Vous avez évoqué le besoin envisagé à terme de fonds dilutifs d'ici l'atteinte du break-even. Serait-il possible, dans la limite du réalisable, d'émettre une hypothèse de pourcentage de dilution d'équity eu égard aux valeurs envisagées pour les levées futures ou associées? Donc, tu as parlé de la levée future à 20 millions. Alors, l'idée, si vous voulez, sur laquelle on travaille actuellement, l'hypothèse sur laquelle on travaille, c'est une valo à 20 millions en pré-monnaie avec un apport à 5 millions. Donc, 5 millions, ça veut dire que les investisseurs qui rentreront à ce tour-là reprendront 20%. Donc, ça va nous diluer, nous, de 20%. L'étape d'après, c'est à nouveau 5 millions et ça se fera forcément à des conditions qui seront meilleures. Et donc, ça veut dire qu'on aura à nouveau une dilution qui sera inférieure à 20%. Est-ce qu'elle sera de 10%? C'est l'ordre de grandeur. Donc, si on regarde tout ça, ça veut dire qu'on a devant nous une dilution de l'ordre d'une trentaine de pourcents. Y a-t-il un risque que le constructeur du top 3 change d'avis? Pour moi, le risque n'est pas je change d'avis. Le risque, c'est plutôt de dire j'ai prévu le véhicule A, puis le véhicule B, puis le véhicule C, et puis de nous dire après, à tout compte fait, le véhicule A, c'est trop tôt, on va plutôt se concentrer sur le B et le C. Et pour moi, la décision d'aller vers 1, de la charge automatique, 2, du self-plug, elle est prise. Donc pour moi, le risque, ce n'est pas tout ou rien, c'est plutôt décalé dans le temps en fonction des véhicules. Ouais, c'est un risque de timing plus que… C'est un risque de timing plutôt qu'un risque de on ne fait pas. Parce que si vous voulez, les risques techniques, ils sont quasiment complètement tous levés. Et les risques marketing, ils sont aussi… Après, ils sont levés, les propositions de valeur, tout ça, c'est fait. Donc aujourd'hui, le risque, il est beaucoup plus de dire… il y a un directeur de véhicule qui dit non, tout compte fait pour ma je ne sais pas quoi, eh bien, je préfère démarrer un an après, où c'est plus du timing que du tout ou rien. Quels sont les concurrents directs et où en sont-ils dans leur process et avancée commerciale? Donc, on avait fait une petite presse là sur la concurrence. Alors, on a parlé de la concurrence. La concurrence, en réalité, c'est principalement une typologie de système de charge automatique, c'est les systèmes pantographes. Donc, c'est un bras robotisé qui se déploie sous la voiture et qui va venir se connecter à une prise spécifique qui, comme la nôtre, est située sous la voiture. Ces systèmes-là offrent le niveau de performance, je dirais, de sécurité identique au nôtre, de fiabilité peut-être un tout petit peu inférieure, mais ce n'est pas disqualifiant. En revanche, ils sont 50% plus chers. Et il y a deux grands acteurs sur le marché, un qui s'appelle Vulterio et qui est allemand, et un autre qui s'appelle Destec qui est italien. À notre connaissance, ces systèmes-là seront, compte tenu du niveau de prix auquel ils sont affichés, ça amène à un prix vendu client élevé et qui n'est pas compatible avec des véhicules en grand volume. Donc, il est possible que ces systèmes-là sortent sur le marché, et c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, comme c'était une bonne nouvelle que le wireless soit proposé,
hein, mais ça va être plutôt sur des véhicules de très haut de gamme et plutôt sous forme de nice to have, c'est-à-dire de confort. Ce n'est pas ce que nous visons. Nous, ce qu'on vise, c'est des véhicules. Ce qu'on vise typiquement, et c'est les discussions qu'on a actuellement avec les deux constructeurs avec lesquels on est le plus avancé, c'est ce qui s'appelle les plateformes C. Alors, pour vous donner un ordre de c'est quoi un véhicule de la plateforme C, c'est une Volkswagen Golf, une Audi A3, une Peugeot 308, une Renault Mégane, une Fiat Tipo, une Opel j'ai un trou de mémoire, c'est pas très grave, c'est ce segment-là, et c'est le segment le plus important avec évidemment leurs dérivés type SUV. Hein. Donc, c'était quoi la question? J'ai un trou de mémoire là. C'était les concurrents directs. Les concurrents. Donc, pour moi, les concurrents, compte tenu de leur positionnement et de leur solution technique, arriver à faire un bras robotisé au même prix que notre système où il n'y a pas de mécanique de précision, ils n'y arriveront pas. Donc, ils vont rester cantonnés à du marché premium, haut de gamme et des faibles volumes. Et nous, on attaque un marché beaucoup plus mainstream et on n'est pas dans le confort, on n'est pas dans le nice to have, on est dans le must have. Et ce must have, les clients constructeurs en ont besoin pour pouvoir baisser le prix d'acquisition et d'usage de leurs véhicules électriques. Quel est le montant global de toutes les levées de fonds sur WeSeed? 1,4 million. On en a fait 3 et donc on arrive à 1,4 million aujourd'hui. Si WeSeed ne participait pas, très concrètement, où allez-vous trouver ce million d'euros qui vous manque à très court terme? Avez-vous une solution de rechange? Alors, on n'a pas de solution de rechange, on a des solutions de complément. On est en ce moment en train de parler avec un certain nombre d'autres investisseurs, alors de nature, nos banques et d'autres investisseurs. C'est clair que sans un effort des actionnaires actuels, ce sera très compliqué, pour ne pas dire impossible, d'arriver à convaincre d'autres investisseurs. Donc, typiquement, si vous voulez, les ordres de grandeur. On a besoin de 800 000 euros et ce serait mieux si on avait 1 million parce qu'on serait plus serein pour pouvoir négocier au mieux l'entrée des nouveaux investisseurs. C'est typiquement 3 à 400 000 euros venant de WeSeed, 3 à 400 000 euros venant de nouveaux investisseurs que je rencontre en ce moment et 200 000 euros de prêts auprès de nos banques. Voilà, c'est ça l'idée. Pouvez-vous détailler le montage de l'investissement proposé? Est-ce au travers d'une WICAP ou à titre perso? Pourcentage de décote, voilà, des choses qu'on a déjà dit, par rapport à quel valo? Qui choisit la conversion en action? Voilà, je pense qu'on a répondu à la plupart des choses. Il n'y en a qu'une seule chose où on n'a pas répondu et on n'est pas capable de répondre à travers une WICAP ou à titre perso. Je ne sais pas et ça va dépendre beaucoup des réponses au sondage. Aujourd'hui, WeSeed dit ce sera fait sous forme… c'est à voir. C'est à voir. Donc, je ne peux pas répondre à cette question aujourd'hui. Gullplug peut-il avoir un impact sur le coût de production des futures batteries, ce qui permettrait une réduction de coût pour les constructeurs auto? Oui, bien sûr. Alors, on a un impact à 2 niveaux. Premier niveau, on met en place une nouvelle stratégie de charge, hein, et ça, qui ne peut être mise en place que si on a un système de charge automatique. Et ça, le bénéfice de ça, c'est une augmentation de 25% de la durée de vie de la batterie. Donc, ça a un impact sur le TCO, donc le coût d'usage du véhicule. Deuxième chose, vous avez plus d'un quart des véhicules qui sont vendus en Europe qui ne font jamais de grands voyages. Pourquoi les dote-t-on d'une grosse batterie? C'est pour donner du confort aux utilisateurs. Si on donne ce confort-là sous forme d'une recharge automatique, à ce moment-là, on peut proposer des variantes avec des plus petites batteries et ça fera des véhicules électriques plus abordables. C'est un peu l'idée de la Dacia Sprint. La Dacia Sprint, elle a une petite batterie. Alors, elle n'a pas de connexion automatique, mais retenez, c'est un peu cette idée-là.
Donc, sur la question que se passe-t-il si le résultat du sondage WICID n'est pas à la hauteur de vos attentes, la question était vraiment sur le sondage WICID. Les obligations convertibles seront quand même émises, point d'interrogation. Je ne sais pas répondre. Si le sondage ne donne rien, je ne sais pas ce qu'on fera. Je ne sais pas ce qu'on fera. Moi, je pense aujourd'hui qu'on a besoin des actionnaires. Donc, la question, pour moi, elle n'est pas comme ça. Ce n'est pas si ça ne donne rien, c'est combien ça donne. Et on a besoin de quelque chose de significatif des actionnaires pour avoir un effet d'entraînement sur les autres investisseurs et sur les banques. Avez-vous sécurisé les approvisionnements de tous les éléments? On en est aux phases prototypes et pour les prototypes de 3e génération qui vont sortir en septembre-octobre, la réponse est oui. Quelle sera la part du dirigeant, pourcentage d'action après l'augmentation de capital? Après, quelle augmentation de capital? Voilà. L'augmentation de capital, c'est l'opération de 5 millions qu'on va déclencher au premier trimestre 2023. On a dit tout à l'heure, tout le monde sera dilué de 20%. Donc aujourd'hui, les fondateurs et le management à un peu plus de 60%. Donc 60% dilué de 20%, ça veut dire que ça va tomber sous les 50%. Pourquoi pas une décote à 20%? Alors ça, c'est tout simple. C'est que c'est un élément clé qui va être regardé aussi par les nouveaux investisseurs. Et donc, le 15% qu'on a offert, c'est le maximum qu'on peut offrir sans que ça ait un effet repoussoir sur les nouveaux investisseurs. Il faut les comprendre. Hein. Ils arrivent, ils vont venir dans 6 mois. Il faut comprendre qu'ils ne peuvent pas accepter d'avoir une décote trop importante. Donc, la décote pour un investissement de l'ordre dans 6 mois, c'est plutôt 10, grand maximum 15. Donc, on est allé à 15 parce qu'on est conscient de l'effort qu'on demande et on ne peut pas aller plus loin. Sinon, on met en risque la prochaine levée. Date de fin du sondage? Dimanche 15. Alors, je n'ai pas l'heure précise, mais c'est dimanche 15. À ce jour, quel est le pourcentage de WICIDers voulant s'engager et pour quel montant total? Ça, je ne sais pas répondre. Moi non plus. Je ne sais pas répondre. WICID qui le sait, je sais pas. On peut poser la question à WICID, mais je n'ai pas la réponse. Il y en a d'autres qui ne comprennent pas les phrases de WICID. En cas de conversion, décote de 15% par rapport à la valorisation de la précédente levée programmée au trimestre 1 2023. Ouais. Alors, la précédente, OK, c'est une question de sémantique. C'est au moment de la conversion, ce sera dans 24 mois. Donc, dans 24 mois, ce sera en juillet 2024. Et donc, la précédente levée, ce sera bien celle du premier trimestre 2023. Et les 15%, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Si on lève à une valeur de 20 millions, ça veut donc dire que vous pourrez convertir à 17. Et au moment où vous convertirez, on sera en juin 2024. Donc, la valorisation de l'entreprise aura encore continué à augmenter. Donc, vous aviez raison, OK, parce qu'il faut comprendre que le choix se fait après 24 mois. Voilà, tout à fait. OK, je crois que j'ai fait le tour de toutes les questions. Je crois que je les ai. On les a toutes répondues. Il y a juste une qui m'a dit il y a des discussions aussi. Alors, je n'ai pas vu qu'il y avait les discussions. On était censé faire des questions-réponses. Ah oui, exact. Alors, je vais ouvrir les discussions. Alors, dans les discussions, il y en a quelques-unes. J'ai répondu non hâtivement au sondage WICID. Mon avis a changé. Il semblerait que je ne puisse pas changer mon vote. Par contre, pourriez-vous demander à WICID de donner la possibilité de rouvrir les votes? Oui. Oui. Ça, je note ça tout de suite. Absolument. J'espère qu'on a convaincu tout le monde, mais en particulier, c'est bien qu'on vous ait convaincu. Et oui, on va réouvrir ça. Alors, après une question de est-ce qu'un fonds de private equity pourrait être intéressé? La réponse est non, malheureusement, parce que les private equity, ils interviennent plus tard. Ils interviennent généralement à partir du moment où une entreprise a déjà un niveau de chiffre d'affaires de 10 millions. La même chose, j'ai été voir les leaders des fonds à impact, parce que comme notre innovation a un impact assez important, et c'est la même chose. Ils interviennent à partir du moment où on a au minimum 1 million de chiffre d'affaires. Et private equity, c'est plus pour faire du développement ou de la transmission, et c'est généralement des entreprises qui ont déjà une capacité d'autofinancement. Donc, on est beaucoup trop early pour du private equity. Combien de participants ce soir? Vous étiez 17 dans le live. Donc, par rapport aux autres lives qu'on avait fait sur les 3 premières WICAP, les 3 premières levées WICID avec les WICAPers, donc vous étiez en tout
Je crois qu'on est à plus de 1300 WeSeeders en tout qui ont souscrit à Gulplug. Et à chaque live qu'on a fait, on tournait autour de 15 à 25 spectateurs, enfin spectateurs, participants, excusez-moi. Je vous dis spectateurs, c'est écrit spectateurs dans la fenêtre, mais participants. Donc, c'est un nombre à peu près auquel on est habitué. Donc, on espère qu'on en aura encore jeudi. On espère aussi que beaucoup de gens regarderont le replay. Alors, par expérience, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui regardent la partie replay. Absolument. 17, c'est bien peu, ouais, mais en fait, il n'y a jamais tant de monde que ça dans les lives. Hein. Mais il y a beaucoup de gens qui vont relire les replays des lives à un moment qui est plus favorable pour eux. Et il y a une très bonne visibilité, c'est pour ça qu'il y a un enregistrement qui est fait et qu'il y a un replay qui est disponible. Est-ce qu'on a eu de nouvelles questions depuis? Oui, oui, il y en a un peu. En cas de nombre insuffisant d'intention d'investissement en OC, envisagez-vous d'émettre un second sondage concernant une levée en action ordinaire? Non, non, non. Non, parce que monter une opération en action ordinaire, ça prendra plus de temps et on est en dehors des clous. Pas de possibilité du côté France 2030 ou autre subvention? Non, 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 parce que, alors là, ça, c'est un peu ubuesque. On va quand même vous raconter l'histoire. Donc, aujourd'hui, on est dans une situation où nos fonds propres sont inférieurs à notre capital social. Donc, on est considéré comme entreprise dite en difficulté. Ce qui veut dire qu'on n'est plus éligible à aucune aide, d'aucune nature, par un pays membre, c'est-à-dire au niveau France. On ne peut être éligible qu'à certaines aides européennes qu'on a sollicitées et qu'on n'a pas obtenues. Donc, ça veut même dire, et là, je ne résiste pas à vous raconter ça, on a bénéficié d'une assurance prospection. Et ça se fait par zone géographique. Et donc, on avait décidé de prospecter la Chine. Ça, c'était en 2019. Premier marché automobile mondial, ce n'est pas idiot. Comme c'est risqué, on prend une assurance prospection. Cette assurance prospection, elle fait qu'elle vous couvre vos frais de prospection. Et si vous êtes successful, derrière, vous remboursez sous forme de royalties sur les ventes futures. Donc, au bout d'une année, on a donné nos dépenses, on a donc été financé, et puis à la période suivante, on a fait la même chose. Et là, on nous a dit, ah ben non, vous êtes entreprise en difficulté, donc on ne peut plus, l'assurance prospection ne fonctionne plus, et en plus, vous devez nous rembourser ce qu'on a déjà versé. Donc non, malheureusement, on ne peut pas bénéficier d'aide directe, genre plan France 2030 ou autre. Pourquoi avoir attendu si tardivement? On n'a pas, je dirais, aujourd'hui, on est à quoi? On est à 4 mois du point de rupture. Il nous fallait avoir des éléments qui soient positifs. Le démarrage de l'Advanced Engineering, ça date d'il y a 5 semaines. Et ça, c'est un élément qui est suffisamment important pour qu'on puisse arriver à déclencher les choses. Donc, c'est ça la réponse. Ce n'est pas tant d'attendre tardivement, hein, c'est d'attendre d'avoir des éléments qui sont pertinents et concrets pour motiver les investisseurs que vous êtes. Et c'est ça qui nous a permis de déclencher cette demande. Voilà, je crois qu'on a traité les 40 questions ouvertes et les discussions qui ont eu lieu sur l'onglet de discussion. Je pense qu'on est arrivé au bout là. Il est un peu tard, 20h20, on a dépassé de 20 minutes normalement. Oui, je crois qu'il y avait une heure. Je ne sais même plus, on a donné 1h30, je crois. Ouais, non, on est bien. Non, en tout cas, je vous remercie de votre attention. Nous vous remercions de votre attention. Je redis, hein, pour moi, comme j'ai pu le dire l'année dernière, j'ai une conviction. Cette histoire continuera. La question, c'est qui va l'écrire? Moi, je sais comment faire, hein, et j'aimerais bien qu'on l'écrive ensemble. Parce qu'autrement, on est suffisamment avancé aujourd'hui
avec des partenaires industriels. Et je suis sûr d'une chose, c'est que cette histoire s'écrira avec nous ou sans nous, mais elle s'écrira. Absolument. Merci en tout cas pour votre écoute. Merci pour votre disponibilité. N'hésitez pas à partager ça avec vos amis qui ont été WeSeeders ou WeCapers et qui n'étaient peut-être pas là ce soir. Donc, on remet ça, nous, jeudi soir, pour arriver à porter notre discours vers le plus grand nombre. Donc, merci beaucoup. Et nous, on y croit. Merci, bonne journée et à bientôt. Au revoir. Au revoir.